Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu Albion's Legacy, un Kickstarter d'il y a quelques années, je ne me rappelle plus quand exactement, qui nous propose d'incarner Arthur et d'autres personnages légendaires de la légende arthurienne à travers différentes quêtes, différentes missions. Alors, comment ça se présente? Je vais vous présenter le matériel tout d'abord. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est très simple dans ses mécaniques, mais qui est en même temps très sympa. Comment ça se présente? On va présenter le matériel. On a ici, là c'est un exemple, hein, mais j'ai préparé 4 fiches de personnages. Donc vous voyez que d'un côté, on a l'illustration, un petit historique ici, et au dos, la fiche de personnage. Donc comment se présente la fiche de personnage? C'est très simple. Je vais zoomer un peu dessus. Hop. Alors, on a ici un endroit pour le nom du personnage, un endroit pour le bouclier pour une plaque de vertu, on va voir ce que c'est après, un endroit pour mettre une arme, une armure, et ici les objets spéciaux. En fonction des personnages, on n'aura pas forcément la même répartition au niveau des objets spéciaux. On va voir ça ensuite. Je vais voir ça même maintenant directement, si j'en ai un. Ils ont peut-être tous la même chose. Non, pour ces 4 personnages-là, ils ont la même chose, donc mauvais exemple. Ici, on a une quête personnelle dédiée au personnage. Ici, on a un endroit pour mettre des jetons de destinée. Donc les jetons de destinée, ce seront des marqueurs qui nous permettront éventuellement de faire des actions spéciales ou de relancer des dés. En dessous, nous avons 5 caractéristiques. Donc le combat, le mouvement, le courage, l'altruisme et la loyauté. Donc elles ont toutes une valeur. Le symbole de la caractéristique est derrière, en fait. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est un symbole que l'on va retrouver sur les dés qui sont présents dans le jeu. Ce sont des dés tout rouges avec le symbole des différentes caractéristiques et qu'on retrouvera sur différents éléments. Ici, on a un ennemi favori. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura un bonus contre ce type d'ennemi. Ici, par exemple, pour le roi Arthur Pendragon, on pourra jeter un dé en plus quand on fera un combat contre une créature magique ou contre des saxons. En fonction des personnages, ça va changer évidemment. L'habilité spéciale, donc qui peut nécessiter de dépenser un point de destin ou pas, qui est indiqué en bas. Ensuite, tout à la fin, on a les marqueurs de blessures. Et c'est là que vous voyez tout de suite que c'est pas un jeu où on va prendre des blessures comme on en veut et se soigner comme on veut. Ici, j'ai un emplacement de blessure, ça veut dire que je vais pouvoir mettre un marqueur de blessure dessus. Donc les marqueurs de blessure, ils sont là. Hop, un marqueur de blessure dessus. Si jamais j'ai un marqueur de blessure et que je dois reprendre une blessure, mon personnage doit se retirer. À ce moment-là, je pourrais prendre un autre personnage, pas de souci pour continuer la quête, mais ce personnage-là sera retiré de la partie. Alors ici donc nous avons les fiches de personnages. Nous avons un plateau central qui représente la région de Camelot, entouré d'une sorte de rempart. Sur ces remparts, nous avons différentes lumières. Ce sont les lumières, on va dire des lumières de l'espoir, et qui vont se faire éteindre au fur et à mesure du déroulement du jeu par ces marqueurs de désespoir. Donc en fait, c'est la flamme de l'espoir qui vacille et qui s'éteint au 10e tour. Si au 10e tour, nous n'avons pas rempli la quête et nous n'avons pas eu chaque personnage n'a pas eu 3 marqueurs de succès, on va dire, à ce moment-là, on perd la partie. Donc c'était une sorte de compteur sur le nombre de tours. Un jeu se déroule généralement en 10 rounds, puisqu'il y a 10 marqueurs. Donc cette région de Camelot a 3 sorties. La sortie vers la montagne, qui est au pont-levis ici. Une sortie depuis le port qui se dirige vers les forêts. Et l'autre porte ici qui se dirige vers les lacs.
Donc en fonction d'où on fera des excursions, d'où on partira, on va avoir différentes régions, donc 3 régions principales. Comment est-ce qu'on va pouvoir étudier, enfin, comment est-ce qu'on va pouvoir visiter ces régions, en tout cas, les explorer? Il y aura des tuiles, donc des tuiles dans le jeu. Je vous en montre une pour l'instant. Je vais vous montrer une deuxième. Voilà, je vous montrer ça. Donc vous voyez que chaque tuile a 2 côtés. Un côté qui indique son type de terrain. Donc ici la montagne par exemple. Ici 3 types de terrains différents. Et un côté qui possède une couleur, un petit icône généralement, et des sorties disponibles. Donc ici par exemple cette tuile n'a qu'une sortie ou qu'une entrée disponible ici. Le reste ce sont des murs, c'est fermé. Celle-là par contre, elle est un peu plus ouverte, avec un petit symbole différent. Donc quand on ira explorer des régions, on ira prendre une tuile dans le sac des régions. Normalement c'est constitué en piles, moi je le mets dans un sac, c'est plus pratique, pour le mélanger en tout cas. Et si je me trouve dans une exploration de région qui se trouve dans la partie des montagnes, ici je ne peux explorer que des tuiles qui ont soit le symbole montagne comme ça, soit qui l'ont parce qu'il y a tous les symboles de terrain ici. Si jamais c'est pas une tuile de montagne, je la mets de côté, j'en pioche une autre jusqu'à avoir une tuile de montagne. Ensuite je remets toutes les tuiles qui n'ont pas été utilisées dans le sac, je remélange, et voilà. Donc c'est-à-dire certaines tuiles pourront être sur chaque région, et d'autres tuiles comme celle-là ne pourront se trouver que dans la zone des montagnes. Donc a priori, on découvrira que des tuiles là où on explore, sauf dans certains cas dont je parlerai un peu plus tard. Donc on a la région de Camelot et on va pouvoir visiter les régions aux alentours. C'est un jeu aussi d'exploration de régions. Dans la région de Camelot, on a différentes zones qui représentent comme des tuiles, hein, qui ont un petit icône ici de temps en temps. Il y a des couloirs qui sont des lieux peu communs qui sont multiples dans la zone de Camelot. Les couloirs, on verra quand on fait arriver des ennemis à quoi ils peuvent bien servir. Ensuite, vous avez certains symboles, on va y revenir quand on va faire le tour de jeu. Donc ça va être des symboles qui vont nous permettre de faire soit des actions, soit de récupérer des objets à l'intérieur de Camelot. Au milieu, vous avez la table ronde, d'où partiront généralement toutes les expéditions, toutes les quêtes. Ensuite, ici, donc je vous l'ai dit, c'est un jeu avec des quêtes. On sélectionne en début de partie une quête. Ici, c'est la 9e Légion. Normalement, c'est la quête qu'on utilise pour faire découvrir le jeu. C'est une des plus simples. Pourquoi ? Comme j'ai dit, c'est un jeu où on va chercher des régions. En fait, on va explorer pour trouver des régions précises, parfois, et faire des missions. Et la 9e Légion, en principe, les zones qui sont nécessaires à trouver dans ce scénario, on y reviendra après, sont dans la région des montagnes uniquement. Donc ça permet de se concentrer sur cette région supérieure pendant ce scénario-là. Donc ça évite de se répartir un peu trop dans différentes régions. Donc on a un scénario. Chaque scénario a un objectif qu'il faut réaliser avant que les 10 tours se terminent. En plus de cet objectif, il faut que chaque personnage ait récupéré des jetons de... comment on appelle ça ? Des jetons de quête. Qui se trouvent sous forme métallique comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que chaque personnage doit individuellement récupérer les jetons de quête, ça veut dire qu'à la fin, on doit avoir 3 jetons de quête par personnage pour réussir le scénario, en plus de la mission. Donc ici, 4 personnages, je dois avoir 12 jetons de quête pour réussir mon scénario, en plus de la réussite du scénario, donc l'action qui est dessus. Chaque scénario va avoir une façon de faire différente, c'est-à-dire des objectifs différents, même si le cœur du jeu, enfin le fond du jeu va rester de l'exploration, de la découverte de régions, et vous allez voir finalement de la réussite de challenge, un peu du stop ou encore, ou un peu du... comment on dit ? Du push your luck dans certains cas. En fait, ça va être vraiment de la gestion de force et un peu de chance, parce que c'est un jeu avec du hasard quand même. Alors, on a vu la carte scénario, les différents tokens qu'on va trouver aussi dans toutes les parties. Ici, celui-ci,
En début de partie, nos étables elles sont bloquées. Pour débloquer les étables, on va devoir avoir, chaque personnage devra avoir un point de quête de gagner. Donc ça veut dire qu'on devra avoir 4 points de quête pour pouvoir débloquer les étables. Une fois qu'il y aura 4 points, donc les étables, c'est une zone de la région, elles sont ici. On met ce marqueur-là pour dire qu'elles sont fermées pour l'instant. Hein, c'est comme un stretch goal, il est bloqué. Et dès qu'on a 4 jetons de quête, alors je crois que ça ne s'appelle pas jeton de quête, c'est un autre nom. On débloque les étables, on retire ça, et on a accès à cette zone des étables. Sinon, on n'y a pas accès, en tout cas pas en début de jeu. On va voir à quoi ça sert, les étables. On a ce petit marqueur-là qui est le marqueur de la prison. Alors, le marqueur de la prison, va être situé au niveau du donjon. On va pouvoir emprisonner des ennemis qu'on a battus au combat. Et ça va nous permettre également de récupérer des points de quête qu'on récupère. Donc, je répète, on doit avoir 3 points de quête par personnage à la fin de la quête, réussir la mission qui est indiquée, et à ce moment-là, on gagnera. Donc, ce petit marqueur de donjon nous permet d'emprisonner des ennemis, et une fois qu'il y a 8 ennemis de capturer, ça peut nous faire gagner 1 point de quête. Donc ça nous permet aussi d'augmenter le nombre de points de quête de l'équipe de personnages. Ce petit marqueur-là, ça nous sert à regrouper les points de quête qu'on aura gagnés. Donc moi ici, j'utilise une petite coupelle dans laquelle je mets le token ici, et tous les points de quête se trouveront là-dedans. Ici, alors ça va être spécifique à ça. Il y a d'autres pions, je vous fais voir cela par exemple. Ça, c'est des pions d'escorte. Donc dans la mission qu'on a ici, dans la 9e Légion par exemple, il va falloir escorter des légionnaires de la 9e Légion à différents postes dans la montagne. Donc on a 8 points d'escorte qui seront à la table ronde, qu'on va devoir prendre avec nous, avec donc un par chevalier. Et on va devoir les emmener, trouver les régions en question et les positionner. Et il faut qu'à la fin de la mission, pour cet exemple-là, il faut qu'il y ait 4 escortes ou plus. Non, il faut qu'il y ait 5 escortes de placer dans leur région. Donc les 5 régions sont indiquées sur la carte du scénario, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Si jamais, il est indiqué que si jamais j'en ai 4 qui périssent, 4 ou plus, je ne peux pas gagner le jeu. Parce que j'ai que 8 jetons, et forcément, si j'en ai 4, je ne pourrais pas en placer 5 dans les régions. C'est logique. Donc ça, c'est un exemple de jeton. On va revenir sur tous les autres jetons qui existent dans le jeu ensuite. À droite ici, alors je vais le placer ça ici. Ici, c'est là où on va placer les cartes de menaces. On a 2 types de menaces dans le jeu. Les menaces de type général et les menaces importantes. Donc on a General Threat et Severe Threat. Alors, ces 2 cartes de menaces fonctionnent à peu près de la même façon. Donc si jamais je révèle une tuile avec le symbole menace. Le symbole menace, en fait, c'est la forme d'un crâne. C'est le même qu'on trouve sur ce symbole-là. À ce moment-là, je dois révéler cette carte menace. La carte menace ne va pas forcément arriver à l'endroit où se trouve mon personnage. Elle va être quelque part dans le royaume. Donc on appliquera ce qu'il y a sur la carte menace. On mettra la carte menace, en fonction de son type, côté visible. On mettra un petit pion en dessous, un petit point de quête en dessous. Et cette quête sera disponible. À quoi servent ces menaces ? C'est très simple, déjà à nous donner des quêtes à effectuer. Donc c'est des menaces qui pèsent sur le royaume. Quand on va résoudre cette menace, on gagnera le point de quête, ce qui nous permettra de gagner les points qu'on doit avoir pour la fin de la partie. Et en plus de ça, elles ont un effet permanent au niveau des ennemis. À savoir que quand tous les personnages ont joué, on va revenir avec ça dans la fin du tour, dans le tour de jeu, mais quand tous les personnages ont joué, on va activer les ennemis dans l'ordre des cartes qui sont indiquées ici. Donc en fonction, on aura différents types d'ennemis qui vont avoir différentes façons de se conduire, qui vont bouger différemment, qui ont différents objectifs, et ça va nous servir pour activer les ennemis du jeu, parce que c'est un jeu coopératif, et on a un mécanisme qui gère les ennemis. Donc ça, c'est une menace générale. Généralement, les menaces de type général mettent des ennemis communs, des ennemis classiques en jeu.
Ces ennemis vont être représentés par des jetons ennemis, on va revenir dessus après. Les menaces sévères sont un peu différentes. Les menaces sévères, souvent, elles font arriver un ennemi bien précis, un ennemi avec un nom en jeu. Donc on fait une différence entre les cartes, les menaces avec un nom et sans nom. Là, ça fait arriver un ennemi avec un nom dessus, qui a un certain type, comme d'autres cartes, d'autres pions ennemis, mais là il a un certain type, il sera placé dans une tuile bien précise, et ces tuiles, on va pas les prendre dans le sac. La tuile ne sera pas forcément en jeu, on va les prendre parmi des tuiles qui ont ce petit symbole de masse d'armes dessus. Donc on ira chercher la tuile que nous demande la carte, par exemple ici, on fait arriver Olsa Token sur la tuile du royaume Kent. Puisqu'elle ne sera pas en jeu, on ira chercher le royaume Kent dans cette tuile-là, et on le positionnera de manière à ce que le type de région corresponde à son type de région indiqué sur la tuile. Donc ça veut dire que même si mon personnage explore dans la montagne, ça se trouve cette tuile-là arrivera dans une autre région. Et donc ça veut dire que la quête se trouvera beaucoup plus loin de moi, forcément. La différence principale entre les menaces sévères et les menaces générales, c'est que les menaces sévères, pour être éliminées, donc pour récupérer le petit token ici et d'autres bonus, on doit éliminer tous les ennemis de type générique qui accompagnent cette carte. Donc si par exemple la carte venait avec, alors c'est peut-être pas un bon exemple celle-là, mais si elle venait avec des ennemis de type saxon, en plus de mon personnage principal qui était sur la tuile, de l'ennemi principal, pour réussir cette menace, pour l'éliminer, il faudrait que je supprime tous les pions saxons du plateau, même si une autre quête les avait apportés, et que je puisse éliminer le personnage nommé de cette menace. Et à ce moment-là, j'ai deux choses que je peux faire. Soit je conserve de toute façon la menace que j'ai éliminée, les pions que j'ai éliminés avec mon personnage, pour les emmener dans le donjon par exemple, ou alors j'ai un trésor de guerre, et à ce moment-là, je peux piocher une carte, soit équipement, soit relique, soit armure. Donc c'est arme ou armure. Et à ce moment-là, je remettrai les pions de l'ennemi en place. Donc voilà la différence. Donc forcément, ces menaces sévères sont plus difficiles, sachant qu'elles ont souvent un effet permanent. Ici, tant qu'elle est en jeu, voilà, c'est-à-dire que chaque joueur qui rentre dans une tuile avec un petit symbole de crâne comme ça, normalement, quand on rentre sur une tuile comme ça, on tire une seule carte, et on n'en tire plus après. Et là, chaque joueur, tant que celle-là sera en jeu, chaque joueur qui rentre dans une tuile avec un petit symbole de menace devrait tirer une autre carte de menace. Donc ça augmenterait le nombre de cartes de menace en jeu, et ça serait un peu embêtant, il faut qu'on se dépêche de l'éliminer du coup. Donc vous voyez qu'il y a différentes ficelles, différents moyens de pouvoir avoir des quêtes ici, de progresser dans nos quêtes au niveau des points de quête, de lutter contre des ennemis, et ça va influencer notre façon en fait de répartir nos actions sur le plateau. Donc les plaques de vertu qu'on peut placer sur les personnages sont là, ce sont des effets permanents pour nos personnages. Attention, en plus, à 4 joueurs, il y a 10 plaques de vertu, c'est 6 plus le nombre de joueurs. En plus du chrono des flammes qui s'éteignent, si jamais on défausse la dernière plaque de vertu, on perd le jeu également. Le petit marqueur qui est ici, c'est pour les menaces. À quoi ça sert? En fait, ici, je vais descendre un petit peu. Hop. Ici, j'ai mes paquets de menaces, générales et sévères. En début de partie, on place le marqueur sur les menaces de type sévère. Hop, ici. Quand on tombe sur une tuile, quand un personnage rentre sur une tuile, ou révèle une tuile qui a le symbole sévère, de menace, le crâne, on va piocher dans le deck qui possède le marqueur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on déplace le marqueur sur l'autre deck, on pioche la carte, et comme ça, la prochaine fois qu'on va prendre une carte, on le prendra sur l'autre paquet de cartes. Et donc, une fois sur deux, on va piocher un général, un sévère, enfin, une menace classique, une menace importante, et ainsi de suite. Et on commence par une menace sévère dans le jeu. Vous avez également des cartes rencontres. Alors les cartes rencontres, vous avez des tuiles qui ont un symbole de rencontre.
et sur lequel, une fois par tour pour un joueur, on peut tirer une carte rencontre. Donc souvent, c'est des effets pas forcément positifs pour les joueurs, c'est des combats, des challenges qu'il faut passer. Sur la petite fiche ici, en plus des menaces que l'on peut avoir, on a des effets permanents qui peuvent être amenés par des cartes menaces, justement, qui vont nous gêner au niveau de la progression. Ici, ce sont les petits marqueurs de destin qu'on mettra sur les fiches de personnage. Ici, chose importante, on a... Alors ça, c'est la même chose dans le montier. Ça, c'est un bonus de Kickstarter, je pense. Une grande pièce avec les couronnes. Et ça, c'est le marqueur classique. Alors moi, je m'en sers parce qu'en fait, il y a un système de tour de jeu, je vais l'expliquer après, qui en fait que le joueur qui a le marqueur, on appelle ça le key turn, va jouer une fois de plus que les autres joueurs. Donc en fait, celui qui a ce marqueur-là joue une fois, tous les autres joueurs jouent une fois. Donc c'est là que je vais faire déplacer ce marqueur-là pour savoir qui joue. Surtout en solo, c'est pratique. Et quand ça revient au personnage qui a ce marqueur-là, il joue une fois de plus. Et à la fin de son tour, on va résoudre les effets des ennemis. Et à ce moment-là, ce marqueur-là passe au joueur suivant, qui va jouer une fois. Tac, tac, chacun va jouer une fois, et il va rejouer encore. Donc c'est à ça que servent ces marqueurs-là. Dans la boîte, on a d'autres jetons. Alors, comment ça se présente? Mon petit rangement sympathique d'Eclipse éditorial. Donc vous avez ici des marqueurs, c'est le marqueur de blessure. Les marqueurs de destin, on les a vus. Ici, ce sont des marqueurs d'histoire. Donc dans certaines quêtes, on aura besoin de ces marqueurs histoire pour faire avancer la mission. Bon, ici, c'est rien du tout. Ici, ce sont des tokens qui nous restent pour les flammes. Ça, c'est lié à différents scénarios. Ici, ce sont les jetons escorte. Ici, ce sont des jetons prisonniers. Je sais plus à quoi ils servent, ceux-là. C'est pour bloquer des zones. Et tout le reste des jetons que vous avez ici sont des jetons ennemis. Alors, on va en profiter pour voir comment se présente un jeton ennemi. Je vais prendre celui-là, par exemple. Donc, le jeton ennemi, il a deux faces. Une face avec un dessin, un symbole, et une face avec des valeurs et des icônes. Donc, sur celui-là, que je dise pas de bêtises, je vais l'appeler par le bon nom, parce que j'ai pas de feuille de référence pour l'indication. Vous avez ici la signification du symbole. Donc ici, ce flag-là, ce dessin-là, c'est pour les traîtres. Voilà, c'est les ennemis de type traître. Donc quand une carte menace va faire apparaître des traîtres, en jeu, on va prendre des symboles comme ça. Tous les jetons traîtres ont les mêmes valeurs. Il n'y a pas de côté aléatoire dans les ennemis. Tous les traîtres ont cette valeur de 3. Et d'ailleurs, tous les ennemis, autres que les traîtres d'ailleurs, ont normalement cette valeur de 3. La différence entre un traître et une autre catégorie d'ennemis, je vais prendre par exemple... Je vais prendre qui? Je vais prendre les chevaliers. Je vais prendre les sorcières, les witches, qui ont ce symbole-là. Elles ont une valeur 3 aussi, dessus. Je me fais bien voir. La différence entre les deux, ça va être les symboles d'attributs qu'on va trouver dessus. Super. Donc ici, ça va être les symboles des attributs qu'on a trouvés sur nos personnages. Alors comment ça fonctionne quand je rencontre un ennemi? C'est très simple. Le 3, c'est son nombre de points de vie. C'est le nombre de dégâts que je dois lui faire pour l'éliminer. Les symboles à côté, qui correspondent donc à nos caractéristiques de personnage, je vais les faire voir ici. Hop. Donc celui-là, par exemple, il y a le symbole de combat et le symbole de loyauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux choisir de combattre avec cet attribut-là ou avec celui-là, et que la valeur avec laquelle je vais combattre correspond au nombre de dés que je vais lancer pour le combattre. Donc ici, si j'utilise le combat, ce sera 5 dés. Si j'utilise la loyauté, ce sera 4 dés. Et ensuite, comment ça se passe? Je vais prendre les dés que j'ai besoin de lancer, donc admettons que ce soit le combat, et en fait, je vais faire une touche pour chaque symbole que j'ai choisi. Donc si j'ai choisi le combat, il faut que j'ai des symboles combat sur mes dés, pour faire une touche. S'il n'y a pas le symbole combat, ça ne touche pas. Sauf
s'il y a le symbole spécial, celui-là, qui compte pour 2 touches, et qui fonctionne pour n'importe quel type de combat. Donc si dans mon exemple ici, je lutte contre la... ça c'est le traître, en mode combat, avec Arthur qui a 5 en combat, je lance mes dés, ici j'ai rien eu du tout. Là j'ai fait 0 résultat. Donc 0 résultat, c'est-à-dire que j'aurais pas touché l'ennemi, il m'aurait fait lui une blessure. Et donc j'aurais mis un marqueur blessure sur Arthur. Donc il y a d'autres moyens de pouvoir avoir des résultats différents, de faire des relances et ainsi de suite. On va le voir plus en détail dans la phase de combat, mais c'est comme ça que fonctionnent les jetons de combat. Et donc tous les jetons de combat ont cette valeur de 3. Ils ont tous une force de 3, mais des symboles différents, donc ils vont avoir un type, on va avoir un type différent de combat à chaque fois, sachant que, donc évidemment, en fonction du personnage, on aura plus de facilité ou pas. Donc on va augmenter le nombre de dés, donc le nombre de chances pour pouvoir lutter contre l'ennemi. Et sachant qu'en plus on a des bonus pour certains ennemis, par exemple Arthur, lui il n'a pas de bonus contre les traîtres. Je ne sais pas s'il y a un autre personnage qui en a. Si voilà. Mordred par exemple a un bonus, donc il ajoute un dé de plus contre les dragons et les traîtres. Donc lui il aura eu, s'il avait pris le combat comme ça, 5 dés plus 1, 6 dés. Donc encore un peu plus de chance. Donc on aura tendance à envoyer des héros des personnages qui ont une meilleure chance contre certains ennemis. Vous voyez qu'en loyauté, par contre, il n'aura pas fait le combat en loyauté parce qu'il avait que 3. Et ensuite, vous avez les ennemis qui ont un nom. Alors, les ennemis qui ont un nom, donc il y a les chevaliers il y a beaucoup d'ennemis chevaliers avec un nom. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tous un nom, ceux-là. Vous voyez que ceux qui ont un nom, le nom il est indiqué dessus. Donc quand une carte nous demande de le placer, on va chercher le nom en question et on le met. La différence avec les troupes classiques, c'est que eux, ils ont 4. Il faut 4 succès pour éliminer un ennemi avec un nom. Et sinon, ils fonctionnent de la même façon. Généralement, ils ont tous les symboles, enfin, ils ont pas mal de symboles dessus. Ils n'ont peut-être pas tous les symboles, mais ils en ont plusieurs. Et ils ont parfois des capacités spéciales liées à la carte menace. Donc voilà pour la différence entre les ennemis avec un nom et sans nom. Donc dans cette boîte-là, j'ai surtout tous les ennemis sans nom et les chevaliers avec un nom. Et dans une petite boîte supplémentaire, j'ai tous les ennemis avec un nom. Voilà. Pour bien les séparer. Il y a aussi... Ça, c'est les points de Doom. Je sais plus à quoi ça sert. Ça doit servir pour certaines menaces qui nous placent ces pions-là. Sinon, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose que je devais montrer? Je crois que c'est tout. Le tour de jeu, comment ça se passe et comment vont se dérouler nos actions. Alors, le tour de jeu est plutôt simple, il est perturbant au départ parce qu'il n'est pas très structuré. En fait, vous avez un tour de jeu donc, qui va consister à faire un tour de tous les personnages. Donc, tous les personnages vont s'activer en fait. Le personnage qui a le marqueur de départ, donc le premier personnage qui commence le tour, va jouer une deuxième fois. Donc chaque personnage ça va tourner à tour de rôle, mais le joueur qui est le premier joueur du tour en fait va jouer 2 fois en tout. Une fois qu'il aura fait son deuxième tour, c'est le tour des ennemis. Alors, donc on appelle ça le key turn, le tour clé. C'est le tour des ennemis. À ce moment-là, on va prendre toutes les menaces qui sont ici, toutes les cartes menaces qui seraient affichées ici, et on va les activer. À savoir quoi? Ça veut dire que sur une carte menace, je vais en prendre une, voilà. Sur une carte menace, ici, la carte menace, quand elle arrive en jeu, donc il y a ici son type qui est rappelé, mais il y a marqué qu'on fait arriver un des 6 de pions de druide, en fait. Un des 6 druides, donc on lance un des 6. Il y a marqué 5, ça veut dire qu'on fait arriver 5 druides. Donc 5 druides, c'est 5 jetons druides, hein. Les druides, c'est ceux-là. Hop. 5 jetons druides sur des tuiles de royaume bleu. Alors les tuiles de royaume bleu, c'est celles qui ont un petit bandeau bleu, qui auraient un bandeau bleu aussi au niveau du nom. Donc on place les 5 druides qu'on a pioché, qu'on a pris sur ces royaumes bleus. Si jamais il n'y a pas assez de tuiles avec un royaume bleu, ce qui peut arriver en début de partie par exemple, à ce moment-là,
on place les jetons en excédent dans les couloirs de Camelot. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couloirs. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 6. Sachant que quand je fais arriver des ennemis, je ne remets pas des ennemis 2 fois au même endroit. Je peux avoir des ennemis déjà présents sur la tuile en question. C'est-à-dire que je fais arriver un nouvel ennemi. S'il y a déjà un ennemi, c'est pas grave, je le mets. Par contre, dans les ennemis qui sont en train d'arriver, je peux pas remettre une 2e fois au même endroit. Donc maximum un nouvel ennemi à un endroit. Et donc si je ne peux pas placer sur des tuiles bleues comme c'est demandé ici, ça ira sur les tuiles couloirs de Camelot. Et là c'est notre choix. Donc on peut le mettre pas très éloigné d'un héros parce qu'on sait qu'il va y avoir un combat et que c'est pratique. Dès qu'un ennemi est placé sur une tuile avec un héros, il y a combat. Systématique. Dès qu'il y a un ennemi et un héros, enfin un personnage, je dis héros, personnage c'est un peu pareil, sont au même endroit, on fait le combat, on fait le challenge de combat. Et ensuite, on fait la suite de l'action. Donc ça, c'est ce qui va se passer pendant le tour des ennemis. Donc on aura des cartes comme ça. Et ensuite, il y a marqué ici le comportement des unités. Ici, il est marqué agressif. Donc on aura différents comportements. Je ne sais pas s'ils sont résumés quelque part. Les comportements... Si. Les comportements peuvent avoir un comportement agressif. Donc ça veut dire qu'il va se diriger vers le personnage le plus proche. Un comportement avec un... S'échapper d'un objectif, c'est de se rendre vers un objectif en évitant au maximum les personnages. Se diriger vers un objectif, c'est se rendre vers l'objectif en question. Par exemple, si c'était la table ronde ou si c'était les docks, à ce moment-là, ils se déplaceraient d'un vers cet objectif tout en évitant les personnages. D'accord ? Et ensuite, hold, ça veut dire qu'ils ne bougent pas. Souvent, les ennemis qui ont un nom ne bougent pas, ils gardent leur lieu. Et si un autre type d'ennemi devait ne pas bouger, il resterait sur place, il ne bougerait pas. Sinon, on les déplace en fonction de ces caractères-là, en fonction de ce qui est marqué sur la carte. Donc sur cette première carte-là, menace. On fera ensuite la suivante. Et en fonction de leur déplacement et de leur attitude, il va y avoir des combats ou pas. En plus, il peut y avoir certaines cartes menaces qui ont des résultats au niveau du positionnement. Par exemple, il y a des cartes qui vont vous dire si jamais il y a tel type d'unité à tel endroit, ça peut augmenter le nombre de flammes qui sont éteintes. Donc ça peut accélérer la fin du jeu. C'est seulement un exemple. Donc une fois qu'on a fait ce tour, évidemment, à chaque tour, on éteint une flamme. Hein. C'est la première chose qu'on fait quand on fait la fin du tour. On passe ce marqueur-là au joueur suivant, qui va faire son tour. Lui va faire un tour, il va faire un tour, il va faire un tour, et quand ça va revenir, lui, il fera un deuxième tour. Et ensuite, à nouveau le cater, donc les ennemis. Donc voilà comment se déroule le tour. Les actions qu'on peut faire pendant un tour de personnage, alors elles ne sont pas spécialement limitées, mais elles fonctionnent de manière particulière. Chaque personnage a une caractéristique mouvement, qui est indiquée ici. Donc ça veut dire que dans son tour, il peut se déplacer de 4 tuiles, de 4 lieux. Il peut avoir des cartes spéciales qui vont permettre d'augmenter le mouvement. Les cartes, notamment monture, pourront nous permettre d'aller plus loin. Mais il a 4 mouvements, ça veut dire qu'il a le droit de dépenser 4 mouvements dans son tour. L'action de mouvement, alors il va y avoir des actions, en fait dans les actions disponibles, donc il y a le déplacement notamment, on va avoir des actions qui vont mettre fin au tour du joueur, et des actions qui ne mettront pas fin au tour du joueur. Et c'est comme ça qu'il faut voir le tour d'un joueur, c'est que je vais faire les actions que je veux finalement, mais certaines actions vont mettre fin à mon tour. Donc, si je prends les choses sans faire de bêtises, la première action et une des actions les plus utiles, c'est de faire du repérage, c'est du scouting. Comment est-ce qu'on fait pour faire un scouting ? Il faut que notre personnage, je prends une figurine ici, ait encore au moins un point de mouvement. Donc, il faut toujours qu'il ait au moins un minimum de points de mouvement pour pouvoir se déplacer sur la tuile qu'il va explorer. Donc c'est minimum 1.
Et je suis ici, je suis sur une zone où je peux éventuellement faire du scouting. Hein. Ici, je ne pourrais pas, parce que toutes les zones sont déjà découvertes, mais ici, je pourrais. Et je déclare une action de scout. À ce moment-là, je pioche une tuile. C'est pas une tuile de montagne, je suis dans la région des montagnes, donc c'est forcément que des tuiles avec la montagne dans le symbole. Donc, c'en est pas une. J'en pioche une autre. C'en est pas une. J'en pioche une autre. Ici, ça me permet d'avoir les trois régions. Je peux le mettre dans n'importe quelle région. Donc je prends cette tuile-là et je la place en faisant en sorte que mon chemin ici connecte mon chemin de sortie ici. Donc soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. On vérifie à chaque fois le symbole qui est ici. Si jamais c'est un symbole de menace qui est indiqué, comme c'est le cas ici, on va tirer immédiatement une carte menace et faire ce qui est marqué dessus. Une fois qu'on a fait ça, alors ça ici c'est l'exemple d'une carte menace, hein, mais ça pourrait être un autre type de tuile. Une fois que c'est fait, je peux me déplacer en utilisant un de mes points de mouvement sur la tuile en question. Mais ce n'est pas obligatoire, je ne suis pas obligé de le faire. Par contre, si je ne me déplace pas sur la tuile en question, je ne peux pas faire une nouvelle action de scout. Alors que si je me déplace et qu'il me reste des points de mouvement ensuite, je peux encore refaire l'action de scout, jusqu'à ne plus avoir de points de mouvement. Donc là, si par exemple j'avais mes 4 points de mouvement, Mordred il y a 4 points de mouvement, je fais une action de scout, j'ai révélé cette carte-là, donc normalement il y aurait une carte menace ici, j'avance, il me reste 3 points de mouvement, je peux encore faire une action de scout ici. Et donc, une tuile comme ça, je peux la mettre. Donc je la place, par exemple, comme ça, c'est une route. Ici, potentiellement, je pourrais dire, bah tiens, je peux scouter ici également, et faire un éclairage ici, vérifier ce qu'il y a ici. Je peux pas le faire, parce qu'il faut que d'abord je me déplace ici pour pouvoir le faire. Donc, il faut que je me déplace ici pour pouvoir le faire. Ici, l'icône qui est sur la tuile, c'est une tuile de rencontre. Donc si je me déplace dessus, il faut que je pioche une carte rencontre. Il me restera toujours, et ça met pas fin à mon tour. La rencontre ne met pas fin à notre tour non plus. Donc du coup, qu'est-ce qui va mettre fin à notre tour? Alors même combattre des ennemis, donc si par exemple il y avait un marqueur ennemi ici, je pourrais faire le combat et continuer mon tour ensuite. La rencontre contre des ennemis ne met pas fin au tour. Prendre des jetons escorte, les ramener, les déposer, ça ne met pas fin au tour non plus. Et finalement, la seule chose qui va mettre fin à votre tour, c'est d'activer. Je vais prendre une tuile en exemple. Ça, c'est pas un bon exemple. Ça non plus. Ça va être d'activer une tuile qui a une activité. Donc par exemple, celle-là. Même si je me rappelle plus ce qu'elle fait. Ah, même pas, ça n'est pas une, ça. Décidément. Ah, par exemple, celle-là. Cette tuile-là, elle a un marqueur avec le symbole des vertus. Je peux m'arrêter dessus et l'activer. Je ne suis pas obligé, hein, mais je peux m'arrêter dessus et l'activer. Et à ce moment-là, je fais l'action qui est de piocher une tuile de vertu. Donc une de mes tuiles qui se trouve ici pour mon personnage. Cette action-là, par contre, elle met fin à mon tour. Donc vous voyez que je peux faire autant d'actions que je veux, quasiment. Tiens, je peux en faire beaucoup. Dans la mesure où je peux faire des choses sur les tuiles. Hein. Je peux combattre des ennemis. Tant que j'ai encore du mouvement pour me déplacer et à combattre des ennemis, je peux le faire. La seule action qui va mettre fin à mon tour, c'est d'activer une tuile qui est active, en fait, qui a une capacité active. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ces tuiles-là qui ont des capacités actives, et il y en a d'autres qui ont des capacités passives, par exemple comme celle-là. Celle-là, elle a le symbole de l'altruisme, et quand j'ai un personnage dessus, quand j'ai n'importe quel personnage dessus, la personne qui fait un test avec l'altruisme comme moyen de test va gagner un +1
à son test 2D. Donc c'est passif. Si un personnage dessus, ça me fait un +1 au test 2D. Donc il y a évidemment d'autres, c'est résumé ici, d'autres capacités actives qu'on peut faire et qui vont mettre fin à notre tour. Et c'est résumé ici. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui ne mettent pas fin au tour, notamment les combats. On peut en faire autant qu'on veut, tant qu'il y a des jetons de combat à aller voir. Ce qui va nous limiter énormément, c'est le mouvement, puisqu'on a le droit qu'au total de nos points de mouvement pour le tour, et les actions actives qui nous permettent d'exploiter finalement une tuile. Et au-delà de ça, donc après ce qu'on peut faire comme action, donc en scouting, les challenge enemy tokens, c'est donc les combats contre les ennemis. Ici, si je suis dans la région de Camelot, et que j'ai des ennemis, donc quand je gagne un combat contre un ennemi, je garde les jetons ennemis sur ma fiche de personnage. Et si jamais je passe par la tuile donjon, je peux déposer des ennemis, donc tous les ennemis que j'ai sur moi. Si jamais il y en a 8, ça nous fait gagner, on renvoie les jetons dans leur réserve, et ça nous fait gagner un point de quête. Faire des story challenge, donc sur les histoires, il faut faire certaines actions sur certains lieux, à ce moment-là on peut le faire. Collecter ou placer des pions d'escorte, donc c'est ce qu'on fait ici dans ce scénario-là avec les pions escorte. Utiliser des cartes d'inventaire, échanger les cartes d'inventaire, et enfin la seule qui met fin au tour, c'est activer une tuile, donc qui nécessite une activation. Dans les tuiles qu'on peut activer, je vais vous faire un résumé rapide. Il y a la tuile où il y a une armure, ça nous permet de piocher une carte armure. Donc en fait, les cartes armure, elles sont là. Je ne vous ai pas fait voir au départ, mais on a une carte d'armure, les objets, les reliques, les artefacts, donc ça c'est des cartes qu'on gagne, on ne peut pas les piocher directement, et les montures, qu'on a uniquement si on a débloqué les étables. Donc on a des tuiles où on peut récupérer des objets, des tuiles où on peut réparer les armures et les armes. Je vais y revenir tout de suite quand on va faire le combat plus en détail. La tuile de vertu pour avoir des vertus, la tuile de soin pour se soigner d'une blessure, pour retirer une blessure, la tuile de relique où je peux piocher une carte relique, et une tuile étable où je peux récupérer une monture. Donc c'est celles-là qui vont mettre fin au tour, et pas les autres. Le combat, on va revenir sur le combat, je vais essayer de voir comment ça marchait avec un pion de combat tout à l'heure. On va y revenir avec une sorcière, par exemple, j'ai une sorcière classique, sans nom, donc il faut lui faire 3 dégâts, avec soit la loyauté, soit le courage. Alors le courage le plus courageux, je sais pas qui c'est. Ah, j'ai Mordred qui a 6 en courage. Mais qui n'a pas de bonus contre les sorcières. Je crois que... Est-ce que j'ai quelqu'un qui a des bonus contre les sorcières? Oui. Merlin, Myrdine, a des bonus contre les sorcières. Il a 5 en loyauté, donc potentiellement il pourrait faire un combat avec la loyauté, gagner +1 parce qu'il a un +1 contre les sorcières, ça lui ferait 6 dés à lancer. On va prendre des 6 dés. Au début de la partie, donc je dis qu'il y avait des emplacements pour les différentes cartes des personnages. Au début de la partie, on a des objets de départ qui ont une valeur au niveau des noms qui est pas significative vraiment. Ici par exemple c'est un bâton et une veste en cuir, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça a la même valeur, pour les cartes de départ c'est la même valeur. À quoi servent ces cartes-là? En fait, quand on fait le jet de dés, donc je lance mes 6 dés contre la sorcière. Alors, je sais pas si je vais réussir, j'ai fait un jet, on a dit, de loyauté. Vous voyez, j'ai rien sorti en loyauté, j'ai aucune couronne. Donc là, par exemple, j'ai jeté 6 dés, et j'ai fait aucune touche. Donc normalement, je devrais prendre une blessure, donc mettre un pion blessure, ici, sur Merlin. Je peux éviter ce pion blessure. Comment est-ce que je fais? Je peux retourner, donc il y a certaines cartes équipement, et les cartes de départ servent à ça. Je peux retourner ma carte, donc la casser. Donc je casse par exemple mon arme, ou je casse mon armure, pour éviter une blessure. Par contre, une fois qu'elle est cassée, je ne peux pas la réutiliser à nouveau pour éviter une blessure. Je fais un deuxième jet. Et je fais toujours pas de couronne d'ailleurs. Je manque de chance avec les 6 dés quand même. Donc je dois prendre soit une blessure, soit casser une deuxième carte. Je peux casser mon arme par exemple. Ça ne changera rien à la façon d'attaquer.
Et ça me permet d'éviter aussi une deuxième blessure. Donc vous voyez, c'est un moyen d'éviter les blessures avant de prendre ce fameux jeton de blessure qui sera embêtant, parce que si j'ai déjà un jeton de blessure et que je prends une autre blessure, à ce moment-là, j'écarte mon personnage. L'autre manière de faire, c'est que j'ai des jetons de destin. Si jamais j'avais tiré, je fais ma troisième attaque, on va rester dans ce truc-là, et j'ai toujours pas le symbole de loyauté, j'ai pas de chance du tout, pour le coup. Donc là, ce que je pourrais faire, même si ce serait pas vraiment le bon moment, c'est que je pourrais décider d'utiliser des pions de destin pour relancer un ou plusieurs dés. Donc si je dépense un pion de destin, je relance un dé. L'avantage qu'on a, c'est que quand on fait ça, on va choisir un autre symbole. Par exemple, ici sur la sorcière, il y a le symbole aussi de courage. À ce moment-là, ça veut dire que quand je vais lancer mon dé, le dé que je relance avec le pion de destin, je peux faire soit le symbole magique, là, celui-là, qui compte 2, soit j'ai le droit de faire le courage, ou ce que j'avais choisi au départ, la loyauté. Donc tous les symboles, finalement, qui sont sur la carte de la sorcière. Donc je relance un dé, et j'obtiens un courage, donc à ce moment-là, ça lui ferait un dégât. Mais ce serait pas assez. Donc, de toute façon, dans cette situation-là, il aurait fallu que je relance au moins 2 dés pour espérer obtenir un bon résultat. Donc généralement, ce que je fais moi, c'est que j'utilise mes points de destinée quand j'ai au moins un bon score, un dégât déjà de prévu, que je peux mettre de côté et relancer d'autres dés. Mais c'est un autre moyen aussi de pouvoir améliorer son score. Et après, vous avez des équipements spéciaux qui vous permettent de faire plus de choses. Par exemple, Mordred, lui, a une capacité spéciale qui est de dépenser un point de destinée, un point de destin, pour éviter de prendre une blessure. Donc plutôt que de relancer qu'un seul dé qui ne vous garantit pas de gagner quelque chose, c'est que lui, il pourrait dépenser un point de destin pour éviter la blessure et donc faire un autre round de combat pour le faire. Avant chaque round de combat, une fois qu'on a pris une blessure ou qu'on a cassé un équipement, on peut fuir le combat. Et donc à ce moment-là, on se retire sur une région sur laquelle on peut se retirer. Donc voilà pour le combat dans son ensemble, et voilà pour les dernières cartes qu'on devait expliquer, donc les cartes équipement. Sachant qu'évidemment, il y a une action, il y a une tuile où il y a un petit marteau dessus qui nous permet de réparer un équipement. À ce moment-là, si on va dessus et qu'on met fin à notre tour en activant la tuile, on peut retourner un de nos équipements qui devient à nouveau actif. Et il y a d'autres moyens, évidemment, dans le jeu. Il y a d'autres tuiles qui auront ce symbole, et ainsi de suite. Donc voilà comment se déroule une partie de Albion's Legacy, donc le tour de jeu, les différents composants. C'est une explication assez longue, je pensais que ce serait plus court que ça, mais je l'ai fait de façon tranquille. Et prochaine vidéo, on va faire une partie en faisant... Alors c'est pas le scénario le plus intéressant, mais c'est le plus simple à expliquer, et vous allez voir comment ça se déroule. On fera la 9e Légion. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao pour la partie de Albion's Legacy.